Pour comprendre la dynamique des pouvoirs aux États-Unis et notamment le pouvoir du président, il faut naturellement commencer par regarder ce qui est dit par la Constitution des États-Unis. Cette Constitution, qu'est-ce qu'elle nous explique? Eh bien, elle nous explique une chose qui peut paraître très surprenante, c'est que le président est beaucoup plus faible que les autres pouvoirs. Le président est en position de partenaire subordonné, notamment par rapport au Congrès. La Constitution commence par un article 1 qui donne tous les pouvoirs, une liste impressionnante de pouvoirs au Congrès des États-Unis, au pouvoir législatif. Cet article 1, bien sûr, signifie que le Congrès est l'institution centrale pour les fondateurs américains. Vient ensuite un article 2, bien maigre, bien étriqué, qui se contente d'attribuer au président des États-Unis un pouvoir exécutif sans donner véritablement une définition. Quelques pouvoirs sont listés, on connaît bien sûr le pouvoir de commandant en chef, mais dans le domaine de la politique intérieure, les pouvoirs ne sont pas précisés. Et donc en fait, l'enjeu pour les présidents américains a été toujours le même dès le départ, quelle que soit leur appartenance partisane. Il s'agissait pour eux de construire de nouveaux pouvoirs à partir de ce socle institutionnel bien limité. Et pour ce faire, ils ont essayé de faire parler les silences de la Constitution en utilisant des crises économique internationale. Tout au long du 19e siècle, il y a eu un processus d'accumulation, d'extension graduelle de ces pouvoirs qui a culminé dans les années 30. Les années 30 sont le point de basculement institutionnel avec le New Deal. En effet, Franklin Roosevelt, président démocrate, a dû faire face non seulement à la crise économique que tout le monde connaît, mais également à la Seconde Guerre mondiale. Et ces deux crises majeures ont permis à Franklin Roosevelt de recréer l'institution présidentielle, ou plus précisément de transformer le pouvoir présidentiel, le simple pouvoir constitutionnel de la présidence, en une institution dotée de sa propre bureaucratie, de ses agences, qui sont devenues très rapidement des ressources de pouvoir décisives pour le président. Et Franklin Roosevelt a également influé ou créé une nouvelle dynamique politique, qui est une dynamique présidentialiste, qu'on pourrait même qualifier, ça a été fait, de plébiscitaire. La dynamique que l'on connaît de nos jours et qui est une dynamique selon laquelle le président joue la carte de sa popularité personnelle, du mandat qu'il pense avoir gagné suite à l'élection, pour bousculer les contre-pouvoirs, les checks and balances, comme on dit aux États-Unis, et imposer son programme au Congrès et vis-à-vis de la Cour suprême. Donc c'est là la dynamique politique centrale des États-Unis, et c'est hérité des années 30 et du New Deal. Dans l'affrontement entre les pouvoirs depuis le New Deal, les présidents n'ont pas toujours été vainqueurs. Chaque avancée du pouvoir présidentiel a eu un prix. Chaque avancée du pouvoir présidentiel s'est payée par un retour des autres pouvoirs, que ce soit la Cour suprême ou bien le Congrès. Ces contre-pouvoirs exercent une pression constante sur la présidence, une pression constante qui prend différentes formes. J'aimerais décrire plus précisément comment fonctionnent deux de ces principaux contre-pouvoirs, que sont les cours fédérales d'abord et ensuite le Congrès. Les cours fédérales sont au premier plan depuis quelques semaines, dans la mesure où ce sont des cours fédérales qui ont arrêté, annulé le décret présidentiel de Donald Trump sur l'immigration. Mais il se trouve que les cours fédérales sont en fait un outil relativement faible ou qui peut être facilement contourné dans la mesure où les institutions fédérales, les institutions judiciaires aux États-Unis sont d'abord et avant tout des institutions politiques. En effet, ce sont les présidents qui nomment les membres des cours fédérales, et cela inclut la Cour suprême. De sorte qu'il peut y avoir des affinités idéologiques entre une administration et une Cour suprême ou d'autres cours fédérales, ce qui limite naturellement la capacité de contre-pouvoir des cours fédérales. Alors il est très difficile de faire une règle générale en la matière, mais le point que j'aimerais mettre en avant, c'est que, à mon sens, l'institution qui est la mieux armée pour faire face aux avancées du pouvoir présidentiel, c'est le Congrès. Le Congrès est en effet l'institution ou l'Assemblée qui est la plus indépendante dans toutes les démocraties occidentales. Le Congrès est protégé par la séparation des pouvoirs et dispose de toute une batterie de moyens pour contrer les avancées présidentielles. Le Congrès est bien sûr doté du pouvoir de destitution.
du président. Mais il a également d'autres pouvoirs tout aussi essentiels. Le pouvoir budgétaire, par exemple, lui est totalement, entièrement attribué, de sorte que la capacité du Congrès à influer sur le budget national est sans commune mesure avec la capacité budgétaire des parlements européens. Mais il y a également la capacité du Congrès à confirmer ou pas les nominations présidentielles au sein du pouvoir exécutif. On a là, dans ces deux cas, une mise en forme perlée de la responsabilité de l'exécutif qui constitue une pression constante sur les projets présidentiels. Bien, en apparence, l'administration Trump commence sous de bons auspices dans la mesure où Trump a réussi à faire nommer un certain nombre de ses conseillers les plus proches. Le Congrès dispose de majorités républicaines et notamment à la Chambre des représentants de majorité importante. Et la Cour suprême est une cour conservatrice depuis des années. Mais il s'agit en fait d'une perception superficielle. L'administration Trump est au contraire confrontée à un certain nombre de défis. D'abord, l'administration doit gérer les suite de la campagne de 2016. On se souvient que Trump a fait campagne contre l'establishment, les élus du Parti républicain, et c'est bien sûr une campagne qui va laisser des traces dans les relations entre les élus et le président. Deuxième élément qui est source de difficultés pour Donald Trump, les résultats électoraux eux-mêmes. Donald Trump a été élu grâce au collège électoral, mais il n'a pas obtenu une majorité absolue en voix. Cela le place donc dans une situation difficile, et une situation d'autant plus difficile que sa popularité s'est effondrée en quelques semaines. Il est actuellement, nous sommes en mars 2017, il est actuellement à 36% d'opinion favorable, un chiffre qui, à titre de comparaison, n'a pas été atteint par Obama. Obama n'a été que à 38% deux fois lors de ses 8 ans de présidence. Et puis, autre élément qui poseront problème à l'administration Trump, le comportement du Congrès. D'abord, au sein du Congrès, les élus sont extrêmement indépendants. Ils organisent eux-mêmes leur propre campagne, ils ont leur propre financement, ils ont leur propre coalition électorale, et il se trouve qu'en 2016, aucun élu du Congrès ne doit son élection à Donald Trump. Donc, ces élus du Congrès, démocrates bien sûr, mais républicains aussi, ne sont pas du tout convaincus de la nécessité de soutenir les initiatives de l'administration Trump. Et puis par ailleurs, le Congrès, et là notamment le Sénat, dispose de tout un tas de procédures dites minoritaires, comme le filibuster qui est la plus connue, qui permettent de bloquer pour un temps indéfini tout projet présenté par le président. En fin de compte, l'enjeu principal des premières semaines, des premiers mois de la présidence Trump, c'est de créer une relation de confiance avec les élus républicains au Congrès. On a vu que juste après son entrée en fonction, Trump a signé toute une série de décrets exécutifs et de mémorandums pour faire passer ses principaux thèmes de campagne. On peut y voir une manière de créer un rapport de force vis-à-vis de ces élus au Congrès, un rapport de force qui serait positif pour l'administration Trump. Mais il me semble qu'il faut d'abord y voir un aveu de faiblesse. La raison pour laquelle Trump passe par la voie administrative pour imposer ses idées, c'est qu'il ne compte pas sur la voie législative. Autrement dit, qu'il ne fait pas confiance aux élus républicains du Congrès. On se retrouve donc dans une situation où Trump va devoir prouver sa capacité de faire des deals et des négociations, une capacité qui n'a pas l'air pour l'instant très convaincante, ni très réussie, puisque la semaine dernière, le Congrès a refusé de voter sur la réforme de l'assurance maladie, pourtant soutenue par l'administration Trump et de nombreux républicains.